Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans cette salle du Nouveau Monde pour ce dernier café scientifique de la saison 23-24. Sujet pas facile ce soir, mais que je pense nous pourrons traiter tous ensemble. Les cafés scientifiques sont un format un peu particulier, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une conférence ou d'une présentation pour celles et ceux que nous ne connaissons pas encore. Donc, l'idée, c'est que nous abordons des sujets qui nous touchent toutes et toutes d'une manière ou d'une autre, que ce soit une question générale ou que ça nous ait touché personnellement dans notre travail ou dans notre vie. Nous avons à cette table des gens qui travaillent sur ce sujet, qui en sont donc spécialistes d'une manière ou d'une autre dans leur recherche ou dans leur travail quotidien. Mais peut-être que vous aussi, vous avez des questions, des remarques, des vécus à partager avec nous. Et ce café, c'est le vôtre. Je suis ravie d'accueillir Niels qui va modérer cette soirée, poser des questions, qui est prêt à vous accompagner dans cette discussion. Mais l'idée, j'ai coutume de dire que je paye le modérateur à se taire. Et votre job, parce que vous, je ne vous paye pas, mais votre job, c'est de faire en sorte que Niels n'ait pas à travailler trop ce soir. Donc, on attend avec plaisir vos questions. Une seule règle, c'est que pour que tout le monde vous entende bien et aussi pour que les gens qui nous suivraient en ligne vous entendent bien, vous me faites un petit signe, je serai dans la salle, vous me faites un petit signe, je viens vers vous avec le micro et puis quand c'est à votre tour, je vous tends le micro et vous pouvez poser votre question ou partager votre réflexion avec la salle et nos invités. Je crois que j'ai tout dit. Oui, peut-être encore juste un mot pour les gens qui nous suivraient en ligne. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire dans le fil Facebook à côté de la vidéo ou vous pouvez m'envoyer des messages au 079 796 22 15. Et maintenant, je cède un tout petit peu la parole à Niels. Merci beaucoup, Farida. Bienvenue tout le monde, bienvenue aux internautatrices qui nous suivent à distance. Donc, comme l'a dit Farida, nous allons parler ce soir d'un sujet qui n'est pas forcément aisé, donc les placements dans leur perspective civile et dans la perspective pénale. Et pour cela, nous avons 4 personnes expertes qui vont nous expliquer quelle est leur approche de ces questions, afin que vous puissiez situer nos invités. Ensuite, moi, je vais idéalement me taire, et puis je vais donc, pour lancer ce débat et vous permettre d'interagir avec les invités de ce soir, leur poser cette première question, et j'espère dernière, qui est de se présenter elles-mêmes en mettant en avant leur expertise qui les a conduits à cette table ronde et comment ce domaine des placements occupe une part, ou grande ou petite, de leur activité professionnelle, respectivement de leur recherche. Donc, Johanna Bertschi, je te donne la parole. Oui, merci beaucoup. Je dois déjà m'excuser parce que j'ai une extinction de voix, ce qui ne tombe pas très bien quand on doit prendre la parole, mais voilà, on ne choisit pas. Donc, je m'appelle Johanna Bertschi, je suis responsable du domaine enfance et jeunesse à la CDAS. La CDAS, c'est la conférence des directrices et directeurs des affaires sociales. Donc, ça réunit en fait tous les conseillers d'État des cantons suisses. Et puis, on traite du placement extrafamilial, en particulier pour les enfants à la CDAS. Mais on travaille aussi étroitement en collaboration avec la COPMA, qui est la conférence en matière de protection des mineurs et des adultes. Et puis, je suis concernée par ce thème parce que, voilà, depuis plusieurs années, on travaille sur cette thématique du placement extrafamilial pour donner des recommandations au canton, notamment au regard de ce qui s'est passé dans le passé avec les placements, les mesures de coercition. On part du principe qu'on aimerait éviter absolument tout ce qui s'est passé à l'époque par rapport au placement forcé. Et donc, on a fait des recommandations pour les cantons où la participation, notamment des enfants et des jeunes, est une dimension qu'on a mise vraiment en avant. On a aussi développé les questions d'autorisation, de surveillance. On a spécifié en fait des points qui se sont présentés. Et actuellement, donc, on réfléchit sur de nouvelles thématiques pour donner en fait
des indications, des recommandations canton. Là, on travaille sur la question des coûts pour les personnes concernées. Il arrive parfois que des enfants et des jeunes doivent payer eux-mêmes, avec leur salaire d'apprenti, leur propre placement. Et on estime voilà, que c'est une inégalité des chances par rapport aux autres enfants. Puis juste encore une remarque. Donc, avant d'être à la CEDAS, j'ai travaillé 5 ans à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois. Donc, les questions aussi de placement d'adultes, je connais aussi un petit peu de par ma fonction précédente. Voilà. Merci, Johanna. Gaëlle Drossautier. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour ma part, je suis avocate et docteur en droit. J'ai un parcours professionnel un peu particulier. J'ai été greffière pendant longtemps, donc je suis juriste. J'ai été greffière pendant longtemps et puis en 2018, j'ai pris la tête d'une APEA en Valais pendant 2 ans. Et depuis début 2023, je suis maître assistante à l'Institut de la famille à l'Université de Fribourg. Mes recherches sont principalement axées sur le droit de la protection des personnes, enfants et adultes. Johanna parlait des placements coercitifs jusqu'à dans les années 80. J'ai moi-même participé à un projet de recherche sur cette thématique, sur un projet qui était donc, financé par le Fonds national suisse pour la recherche, le PNR 76, qui traitait de l'assistance et de la coercition. Et j'ai fait partie d'un projet qui était porté notamment par la professeure Michèle Cotier de l'Université de Genève sur la participation des enfants et des parents devant les autorités de protection de l'enfant. Et on a fait une recherche, une étude historique, empirique et juridique sur ces procédures, sur les placements extrafamiliaux. Et nous avons développé un projet de loi de procédure, en fait, qui sera publié probablement l'année prochaine. Par rapport aux adultes, l'impulsion du café d'aujourd'hui, elle est partie d'une recherche qu'on a fait avec Aimé sur les interactions entre les placements civils et pénaux et les dérives ou les difficultés que ça peut causer. Et on se réjouit de pouvoir en parler aujourd'hui parce que c'est un domaine qui est vraiment pas évident. Alors, sans transition, Aimé de Sermaten, on casse l'ordre juridique, mais ça s'enchaîne bien. Alors aussi, de ma part, bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, merci Gaëlle pour cette transition. Les deux, en fait, en parlant un peu de nos pratiques professionnelles, moi je suis aussi juriste, mais je suis plutôt pénaliste. Donc mes recherches, elles portent sur les délinquants dangereux, l'exécution des sanctions pénales, le droit des sanctions pénales. Et j'ai aussi travaillé auparavant pendant 8 ans auprès du service d'exécution des sanctions pénales du canton de Fribourg. Aujourd'hui, je suis juriste à Berne. Et en parlant un petit peu avec Gaëlle, on s'est rendu compte que sur cette question des placements pénaux et des placements civils, il y avait des fois des interactions, mais c'était des fois pas très clair qui intervient quand, quelles sont les conditions. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est une question qui me préoccupe beaucoup dans mes recherches. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qu'on qualifie de dangereuses, mais qui sont peut-être plutôt des personnes malades? Est-ce qu'on doit les punir, les guérir? Et comment est-ce qu'en fait, en même temps, on protège la société, mais aussi comment on fait pour qu'elles existent, elles coexistent, elles puissent exister dans notre société? Et c'est des questions, des questionnements qu'on a développés dans cet article. Et moi, je me réjouis d'en discuter ce soir avec vous toutes et tous. Merci Aimé. Et pour finir, Wanda Souter. Voilà, alors là, encore une juriste à cette table. Moi, je suis juge de paix ici dans le district de la Sarine à Fribourg. Donc, je suis membre de l'autorité qui prononce les placements aux fins d'assistance, qui les prolonge et qui, heureusement, les lève aussi. Et c'est à ce titre-là, je crois, que je suis invitée ce soir. Donc maintenant, vous savez à qui vous avez affaire à cette table ronde, à ce panel. Est-ce qu'il y a des premières questions qui surgissent dans le public et que vous souhaiteriez poser à l'une ou l'autre de nos invités ce soir? Du coup, bonsoir.
J'avais juste une question par rapport. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur les placements forcés? Vous en avez parlé un petit peu au début, mais... Est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu sur les placements forcés dans la perspective historique? Donc ça a été effectivement mentionné, ces placements coercitifs avant 1980, ou des placements forcés parce que ça existe toujours aujourd'hui, donc les placements forcés actuels? Non, plutôt historique. Alors, je ne suis pas une spécialiste parce que je suis arrivée un peu après à la CDAS qu'on ait traité ce thème. Mais effectivement, donc dans le passé, il est arrivé qu'on place des enfants, notamment dans des familles d'agriculteurs. Et puis le gros problème qu'il y a eu, c'est que les droits des personnes placées n'ont pas du tout été respectés. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, le droit d'être entendu, il y a maintenant l'obligation donc d'entendre les gens. Quand on prononce une décision, il y a des voies de recours. Toutes ces choses-là, elles n'étaient pas mises en place. Il faut savoir qu'on a attendu très, très, très longtemps la révision du Code civil. Les APEA, donc les autorités professionnelles, ont fêté les 10 ans l'année passée, je crois. C'est ça, hein. Donc avant, c'était des autorités tutélaires et c'était souvent donc des conseils communaux dans les communes, donc des gens comme vous et moi qui faisaient de la politique, qui prenaient des décisions de placement. Et à cette époque-là, il n'était pas rare aussi qu'on regarde les aspects financiers. Hein. On décidait par exemple, la commune disait ça va nous coûter tellement cher de placer cet enfant, on ne va pas le placer. Et puis il y avait aussi beaucoup, il y avait, par exemple, la pauvreté était une raison pour laquelle on pouvait placer, par exemple, un enfant, simplement parce que ses parents étaient pauvres, donc on n'aidait pas les parents, mais on plaçait l'enfant. Et puis je pense que là, il y a un important changement de mentalité. La Suisse s'est excusée pour avoir laissé faire ça, ne pas s'être rendu compte de l'ampleur du mal qu'elle a fait à ces personnes. Et il y a une initiative qui a été déposée donc, par Guido Fleury, qui a demandé que la Suisse s'excuse et indemnise ces personnes, et ça a été fait. Et puis il y aura tout un processus maintenant historique, notamment donc, à l'Office fédéral de la justice. Il y a 2 historiennes qui travaillent maintenant pour mettre en valeur. Il y aura des expositions qui vont être faites, il y aura une sensibilisation dans les écoles. On parle en fait d'une page sombre de l'histoire suisse. Et puis à la CDAS, on reconnaît que ça a été une période sombre, qu'il y a eu des erreurs très graves qui ont été commises. Et puis l'idée, c'est vraiment maintenant aussi dans le présent. Mais je crois qu'on a fait un bond énorme avec la professionnalisation de ce secteur et avec la mise en place des autorités professionnelles, donc les APEA. Et je pense que comme ça, on peut garantir qu'il y ait beaucoup moins de drames qui se présentent comme ça a pu être le cas dans le passé. Je peux peut-être compléter par rapport aux recherches qu'on a menées avec notre groupe. En fait, dès l'entrée en vigueur du Code civil en 1912, il y avait vraiment 2 systèmes qui existaient parallèlement. Donc il y avait le système qui était prévu dans le droit fédéral, le Code civil, qui visait la protection des personnes et donc aussi des enfants, mais c'était surtout par rapport à une norme bourgeoise de la société qu'on voulait respecter. Et parallèlement à ce système fédéral, il y avait le système de droit cantonal qui permettait de priver les personnes de leur liberté, mais pas pour protéger des intérêts privés ou protéger la famille, mais pour protéger en fait la société contre ces entre guillemets fardeaux. Donc contre les pauvres, les vagabonds, les femmes, les mères seules, les tziganes, etc. Et en fait, il n'y avait aucune garantie procédurale pour ces personnes. Contrairement par exemple au droit pénal où tout de suite il y a eu inscrit dans la loi des droits de procédure au niveau, c'est pour ça qu'on parle d'internement administratif, c'était parce que c'était prévu dans le droit administratif cantonal, il n'y avait aucune garantie. Donc des personnes qui n'étaient pas formées, c'était des personnes qui faisaient de la politique, c'était, par exemple dans le canton de Fribourg, c'était des préfets, ils pouvaient priver les personnes de leur liberté sans qu'elles puissent se défendre, qu'elles puissent avoir le droit d'être entendues, qu'elles puissent être représentées.
alors qu'aussi, souvent, c'était des personnes qui n'avaient pas les moyens ni financiers, ni les ressources internes pour pouvoir se défendre. Et en fait, l'évolution des droits de procédure, on les doit surtout aux conventions internationales, notamment à la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, et la CDE, la Convention relative aux droits de l'enfant de l'ONU. C'est qu'en 1981, ce parallélisme, ces deux systèmes cantonaux et fédéraux ont été, enfin, que ce parallélisme a été aboli en 1981 avec l'entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l'adulte et par ricochet de l'enfant, les nouvelles normes sur le placement à des fins d'assistance. Mais le problème, c'est que les cantons, en fait, ils ont continué, malgré le fait qu'ils n'avaient plus cette compétence, ils ont quand même continué, encore quelques années, à priver les personnes sur la base d'autres motifs que ce qui était prévu par le droit fédéral. Et il y a eu quelques normes de procédure qui ont été inscrites dans le droit fédéral, mais le problème, c'était qu'en fait, depuis toujours, et c'est encore le cas aujourd'hui, les normes de procédure et puis l'organisation judiciaire, ça demeure de la compétence des cantons. Donc le fédéralisme, en matière de protection des personnes, c'est vraiment une entrave à la participation des personnes, parce que ça crée vraiment des difficultés d'accès aux droits, parce que les personnes, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir faire valoir leurs droits, ils doivent comprendre le système, et il est vraiment très difficilement compréhensible. La première fois qu'il y a eu une norme inscrite dans la loi qui permettait à l'enfant d'être auditionné, donc dans le Code civil, vu qu'on parle de placement civil, la première fois, c'est en 2000. C'est lors de la réforme du droit du divorce, et c'est la première réforme suite à la ratification par la Suisse de la CDE. Donc c'est vraiment grâce à ces textes internationaux que les droits des personnes ont été renforcés. Effectivement, depuis le 1er janvier 2013, il y a le nouveau droit de protection de l'adulte et de l'enfant, on a fêté les 10 ans l'année passée. Et c'est la première réforme, à part la réforme de 1981 suite à la ratification par la Suisse de la CEDH, c'est la première réforme qu'il y a eu du droit de protection de l'adulte, du droit tutélaire, en 2013 par rapport au code de 1912. Donc on avance, on a une bonne inertie, mais il y a encore quelques lacunes qui ont été identifiées dans la participation des personnes puis le respect de leurs droits. Et on espère qu'avec les différentes initiatives aussi des organisations politiques et civiles, la situation des personnes s'améliore. Les jugements de la CEDH contribuent aussi également à renforcer les droits des personnes. Bonsoir. Est-ce qu'il serait possible de clarifier le champ d'action du droit pénal et du droit civil? Parce qu'on parle beaucoup de droit. Son champ d'action, parce que souvent, on ne sait pas où se situer avec ça. Juste donner les bases. Hein. Alors le droit civil, il est généralement... Bon, c'est compliqué. C'est vraiment un domaine qui est compliqué parce que justement, comme je l'ai dit, la façon dont le système juridique a été façonné un peu par étapes et par couches, ça le rend pas très transparent. Mais en plus, le droit de protection, bien qu'il soit inscrit dans le Code civil, et donc qui régit normalement les rapports entre les individus, a de fortes composantes du droit administratif, puisque ça réglemente l'intervention de l'État dans les familles, donc avec un rapport plus vertical pour le droit civil. Après, par rapport au droit pénal, donc ce qui est clair, c'est qu'en fait, je vais peut-être un peu expliquer pourquoi on peut parler de placements pénaux, mais le droit pénal, il intervient seulement quand il y a en fait la commission d'une infraction, et qu'il va y avoir au moment, en tout cas, où un placement est décidé, en principe, une condamnation. Il y a eu un moment une infraction, donc normalement un crime ou un délit qui a été fait. Puis après, ce qui est peut-être important de savoir, c'est que le droit pénal, en fait, notre système en Suisse, on a ce qu'on appelle un dualisme. C'est-à-dire que la personne pourrait être sanctionnée avec une peine. L'idée de la peine, elle a vraiment ce côté en fait, de punition. Et d'un autre côté, on a des mesures. Et ces mesures, alors soit elles sont là pour soigner des personnes qui vont avoir par exemple des troubles mentaux, soit dans l'idée de l'infraction, enfin la sanction la plus extrême qui est l'internement, où on va un peu neutraliser la personne condamnée. Et en Suisse, c'est possible de prononcer et une peine et une mesure.
quand on parle d'un placement pénal, donc moi, je considère aussi plutôt dans la discussion peut-être que c'est un placement qui est lié à une mesure, donc des mesures privatives de liberté, qui sont en fait prononcées contre des personnes qui ont quand même fait en principe des infractions relativement graves, donc un crime ou un délit, et qui vont être privées de leur liberté soit en prison, et c'est peut-être qu'on reviendra après, ça peut être un problème, c'est pas toujours un lieu adapté, soit on a des centres d'exécution des mesures, ou par exemple un hôpital psychiatrique ou une autre institution. Je sais pas, j'espère que c'est un peu plus clair. Je peux peut-être compléter que les mesures qui sont justement suite à tout ce qui s'est passé jusqu'à dans les années 80, et puis ce parallélisme entre les mesures, pas de protection, mais qui étaient prononcées à des fins de protection d'intérêt public, visaient précisément la protection d'intérêt public au détriment un petit peu de la personne elle-même, alors que ce qui est prévu dans le Code civil, du droit civil, ça vise vraiment la protection d'intérêts privés. Alors que peut-être qu'au pénal... En fait, oui, alors le droit pénal, c'est en fait probablement aussi la réponse de la société par rapport à un comportement qui enfreint les règles de la société. Donc c'est aussi dans ces mesures, hein, ce qu'on veut, c'est aussi prévenir la récidive. Donc il y a un côté protection justement de la société. Après, on peut aussi se poser la question, quand on a quand même des mesures qui sont censées aussi apporter peut-être quand même un soin, parce que c'est pour des personnes qui ont normalement des troubles mentaux. Peut-être je complète un tout petit peu pour le placement à l'heure civile, le placement aux fins d'assistance. Là, on a entendu le placement pénal, l'idée c'est protéger quand même prioritairement la société. Le placement aux fins d'assistance prioritairement vise à protéger la personne qu'on enferme. Ce qui est un peu paradoxal, hein, c'est-à-dire qu'on se permet d'enfreindre ses droits fondamentaux, notamment celui d'être libre de ses mouvements, qui est clairement prévu dans la CEDH, en disant pour te protéger contre toi-même, on doit t'enfermer. Donc le point de départ est un peu différent. La même chose avec les placements de mineurs, où l'idée c'est on place un mineur, un enfant, pour le protéger. Donc celui qui est entre guillemets enfermé l'est pour être protégé. Voilà, c'est un point de vue un peu différent. Non, là d'abord. Bonsoir, merci pour ces explications théoriques. Je m'adresse peut-être à Madame Souter. Est-ce que vous pourriez, sans violer aucun secret, illustrer vos propos par des cas concrets pour qu'on puisse se faire une image de placement à des fins civiles et placement à des fins pénales? Et puis la deuxième question, je ne sais pas à qui l'adresser, mais où entre en jeu l'aide aux victimes dans les placements ou suite à des placements? Merci. Alors, je me permets peut-être juste de prendre la toute première partie pour le placement civil, parce que moi je ne suis pas du tout pénaliste. Une personne qui serait placée aux fins d'assistance par une autorité de protection de l'adulte, ça peut être par exemple une personne qui est retrouvée sur le pont de Seringen en train de se découper les avant-bras avec un cutter, qui manifestement veut attenter à ses jours et qui, pour être protégée contre elle-même, sera hospitalisée, d'abord de manière somatique pour être soignée, ensuite peut-être de manière psychiatrique pour recevoir le soutien nécessaire pour rester en vie. Donc ça, c'est un exemple peut-être qui illustre le pourquoi du placement aux fins d'assistance. Donc vraiment être protégé contre la violence qu'on peut exercer contre soi-même. Après, un exemple concret d'une mesure pénale, on pourrait avoir un délinquant sexuel qui abuse d'enfants, qui est peut-être condamné une première fois et puis qui va récidiver. Et il y a une expertise, on ne prononce jamais une mesure sans expertise, il y a une expertise qui pose un diagnostic de pédophilie, il a récidivé plusieurs fois. Et là, en plus de la peine privative de liberté, il va avoir une mesure, ce qui veut dire qu'en même temps, il va devoir suivre en détention ou dans un centre d'exécution des mesures, en fait, une thérapie ciblée en fait, sur ces problématiques pour, dans l'idée, éviter qu'il repasse à l'acte.
Alors, je crois que la LAVI, c'est pour les victimes des personnes qui ont commis une infraction. Je peux peut-être dire, parce qu'on a aussi ce thème-là chez nous, c'est mon collègue qui est responsable. Donc, effectivement, la LAVI, c'est quelque chose de totalement différent. Mais donc, si la personne a été victime d'une infraction, d'une atteinte à sa personne, par exemple, qu'elle a subi de la violence conjugale, elle va pouvoir prétendre à une indemnité sur la base de la loi sur l'aide aux victimes, en fait. Puis disons qu'il y a des catégories, et puis il y a des services au niveau cantonal qui vont rendre des décisions pour dire combien cette personne a droit, et c'est l'État qui va l'indemniser, puis après l'État va se retourner contre l'auteur de l'infraction. Donc en fait, c'est des choses qui se croisent. Donc par exemple, on peut avoir une personne qui va décompenser psychiquement suite à de la violence conjugale, qui va être hospitalisée contre sa volonté. Et puis là, on va se rendre compte qu'en fait, son conjoint ou le partenaire avec qui elle vit a commis de la violence à son égard, donc elle a droit en fait à une indemnisation. Donc souvent, ces personnes-là, elles sont suivies après par les médecins, par un assistant social. Et puis, mais c'est en fait toute autre chose. C'est un droit qu'une victime a de recevoir une indemnisation par rapport à un tort qu'elle a subi. Ça vaut aussi pour les enfants. Les enfants ont aussi droit de faire valoir une prétention d'indemnisation. Ce sont des choses, ce sont des bases légales qui sont totalement différentes. Alors bonsoir. Ma question c'est, est-ce que vous pourriez donner les raisons pour lesquelles on pourrait placer des enfants en foyer ? Et est-ce qu'il y a seulement la justice de paix qui peut placer les enfants en foyer, ou est-ce que la justice civile peut aussi placer ces enfants en foyer, et pour quelles raisons toujours ? Merci. Alors peut-être les placements d'enfants, l'essentiel des placements, ils se font avec l'accord des parents. Donc c'est souvent des parents qui placent leurs enfants, par exemple, dans des institutions spécialisées, écoles-internats, pour des enfants qui ont besoin d'une scolarité particulière, d'une prise en charge particulière. Il y a aussi les placements en foyer type éducatif qui sont assez régulièrement finalement décidés par les parents eux-mêmes, qui sont les premiers responsables des enfants, détenteurs de l'autorité parentale, donc vraiment du droit et du devoir de prendre les décisions en leur faveur. Donc on a aussi énormément de placements qui sont finalement décidés par les parents eux-mêmes. Et après, il y a les situations où l'enfant est considéré être tellement en danger et on ne peut pas trouver un moyen moins violent que le placement pour protéger l'enfant. Donc c'est par exemple, vous souhaitez un exemple concret, un enfant qui, à son domicile, serait régulièrement battu, privé de nourriture, des choses qui, on peine à le croire, mais qui arrivent quand même régulièrement encore dans notre pays. Voilà. Et là, pour protéger l'enfant, si vous avez 2 parents maltraitants, vous n'avez pas d'autre choix que de dire « je dois le placer ». Après le placement, voilà, il peut avoir lieu dans le cercle familial élargi, il peut avoir lieu dans un foyer, enfin, il y a encore toutes sortes de gradations possibles. Mais l'idée, c'est vraiment, on n'a pas d'autres moyens, d'autres mesures qui permettent de donner une protection suffisante à l'enfant. C'est ça, il y a plusieurs types de placements, parce que par exemple, si vous confiez vos enfants à la garderie ou à l'APEMS après l'école, c'est aussi un placement à la journée. Donc il y a vraiment différentes sortes de placements, mais si on parle des choses un peu plus dans le cadre de la protection de l'enfant, il y a le placement volontaire décidé par les parents, donc là il n'y a pas besoin de l'intervention de l'autorité. Il y a les placements sur la base de l'article 310 du Code civil, qui sont une mesure de protection de l'enfant parce que son développement est en danger, que les parents ne peuvent pas y remédier eux-mêmes et qu'aucune autre mesure n'a permis d'écarter le danger. Et il y a ce placement de l'article 314b, qui est le PAFA, le placement à des fins d'assistance des enfants dans un établissement psychiatrique ou une institution spécialisée. Si l'enfant il présente
les conditions, j'ai oublié mon code civil, mais des troubles psychiques, un grave état d'abandon. Donc c'est par exemple un enfant qui est dépressif, puis qui se retrouve aussi sur un pont, ou qui se scarifie régulièrement, puis les parents ils savent plus quoi faire, puis qu'il a besoin de soins. Vous avez parlé les unes et les autres d'institutions, mais est-ce qu'on a encore des cas de placement dans les familles d'accueil? Moi, j'avais une vieille cousine qui n'a pas eu d'enfant, mais qui en a élevé de nombreux parce qu'ils venaient de familles qui n'avaient pas les moyens, où les parents étaient peut-être en prison. Enfin, voilà, plusieurs choses. Donc, qui est-ce qui organise ça et comment ça se passe éventuellement encore aujourd'hui? Merci. Alors, les placements en famille d'accueil, c'est quelque chose qui existe absolument. Après, c'est très différent selon les cantons. Je ne sais pas si vous avez vu, le canton de Vaud fait toute une action de recrutement de familles d'accueil en ce moment pour essayer de motiver des familles à accueillir des mineurs, notamment des plus petits enfants. Fribourg, on est très mal doté, question nombre de familles prêtes à accueillir un enfant, probablement aussi parce qu'elles sont, ces familles, rémunérées très très faiblement. Il y a le canton de Berne qui fait concurrence à Fribourg parce qu'eux rémunèrent correctement les familles d'accueil. Voilà, donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible, tout à fait souhaitable, mais le fonctionnement est différent selon les cantons, selon la rémunération que le canton est d'accord d'accorder à la famille qui accepte d'accueillir un enfant qui n'est pas le sien. Et d'ailleurs, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU enjoint les pays membres, dont la Suisse, à désinstitutionnaliser les placements d'enfants pour qu'ils puissent grandir au plus proche de la nature, de pouvoir grandir auprès de ses parents. Mais c'est vrai que c'est difficile à trouver les familles. Effectivement, le canton de Vaud, ils ont lancé une énorme campagne pour recruter. Il y a des monstrueuses listes d'attente, c'est vraiment difficile. Bonsoir. Moi, j'avais deux questions. Une, c'était en lien avec la recherche que vous avez faite par rapport à ces interactions entre les deux types de placements. Je voulais savoir lesquels sont. Quels sont les enjeux et quels sont les questionnements qui sont ressortis après cette recherche. Et j'avais aussi une deuxième question, plus en lien avec les lieux, je pourrais dire, inadaptés pour les mineurs. Il y a des institutions qui se retrouvent avec des situations d'enfants mineurs qui sont placés dans des institutions qui ne sont pas forcément les lieux les plus adaptés. Et du coup, savoir comment le monde politique suisse se positionne. Alors sur la question des enjeux de l'article, en fait, on est aussi parti d'une situation où on a une personne qui a été condamnée à une de ces mesures pénales, comme je l'ai décrite avant, et puis en fait, ça se passe pas bien. Cette mesure, c'est un échec, mais cette personne, elle n'est pas assez dangereuse, ou en fait, elle remplit pas les conditions pour être internée. Donc, je rassure tout le monde, c'est des cas vraiment très rares, mais dans la pratique. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Et il y a une possibilité dans le code pénal en fait, de lever cette mesure et puis d'envoyer le cas chez Vanda et de lui dire de prononcer une mesure civile. Et puis en fait, Gaël et moi, les deux, on est en fait de l'avis que ce n'est pas toujours très opportun parce que justement, ces mesures pénales, elles ont dans l'idée de protéger la société, vraiment un côté un peu prévention du risque, alors que les mesures civiles, elles ont quand même beaucoup plus un côté de protection de la personne elle-même. Donc, on a essayé après de se demander pourquoi il y a ces interactions. On a examiné d'autres possibilités. On a vraiment ratissé le code pénal pour examiner d'autres possibilités. On a regardé ce qui s'était fait aussi au niveau suisse, au niveau de propositions législatives. Et en fait, on est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de bonne solution. Et le questionnement, c'est alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et une de nos idées, en fait, ou de nos recommandations pour les autorités, c'est que les autorités civiles et pénales, elles collaborent encore plus. Et là, c'est aussi très différent selon les cantons, et que même, en fait, il y a encore plus d'interdisciplinarité, il y a plus d'échanges, peut-être même dans des formations communes. Et une des conclusions, c'est qu'en fait, ça manque aujourd'hui à l'heure actuelle. Je me permets de répondre à la. J'avais juste posé une question parce que aussi ça peut répondre.
vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, mais est-ce que vous pourriez donner le titre de votre publication et où la trouver? Ça peut peut-être aussi après aiguiller certaines personnes qui Alors, souhaiteraient elle la lire. s'appelle « Personnes malades et ou dangereuses ». Interaction licite entre placements pénaux et civils. Point d'interrogation. Elle sera publiée dans la RDS au deuxième semestre 24. Juste la RDS, c'est la revue de droit suisse pour les non-juristes. Peut-être qu'on pourra envoyer l'article. Après, je ne sais pas s'il est en open access ou pas, ou s'il y a un délai, mais on pourrait peut-être l'envoyer à Farida une fois qu'il sera libre de droit. Alors, s'il est libre de droit, on pourrait même mettre le lien sous la vidéo du café, et puis comme ça, il sera accessible à tous. Avec plaisir. Pour la deuxième question, alors que fait le monde politique? Je ne suis pas le monde politique, mais je peux vous donner quelques informations là-dessus. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que la situation est différente d'un canton à l'autre, mais on constate quand même de manière générale en Suisse un gros problème au niveau des places de prise en charge pour les enfants et les jeunes qui présentent notamment des troubles psychiques, mais aussi des problématiques multiples, qui cumulent à la fois des problèmes de consommation, des problèmes psychiques, etc. Ça fait des années que ça dure, et puis c'est vrai que le problème est qu'il n'est pas facile de créer rapidement des institutions. Donc il y a des cantons qui ont mis en place, qui ont réagi. Il faut aussi dire que les problématiques se sont intensifiées après le Covid ou avec le Covid. Plusieurs psychiatres disent que c'était déjà latent avant, mais on constate vraiment une forte augmentation auprès des enfants et des jeunes des problèmes psychiques. Et puis les cantons prennent des mesures. Récemment, la responsable du département de la protection de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud me disait: mais c'est un grand problème, on vient de créer 40 places et on a de nouveau 40 enfants en liste d'attente. Donc c'est un problème qui n'est pas facilement soluble. Et l'autre grande difficulté qui se pose actuellement, c'est le manque de personnel qualifié. Donc c'est que le canton de Vaud a dû par exemple fermer des institutions, notamment pour des enfants en bas âge, parce que simplement ils n'avaient plus le personnel compétent pour les prendre en charge. Donc ce qui fait qu'on a des enfants qui sont sur liste d'attente qu'on ne peut pas placer. Et puis là, donc, il y a des réflexions qui se font actuellement au sein des 3 conférences intercantonales concernées, donc de la santé, de la protection des enfants et des adultes et de la CDAS, pour savoir comment est-ce qu'on continue. Est-ce qu'on fait une analyse des besoins au niveau suisse? On est informé qu'il y a une analyse des besoins qui se fait actuellement sur la Suisse romande. On aimerait voir si on pourrait l'étendre à toute la Suisse. Et puis quelles sont les mesures? Mais ce qui est sûr, c'est que si il y avait des mesures simples qui auraient pu être prises, elles auraient déjà été prises. Et puis ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les problèmes ne sont pas les mêmes selon les cantons. Il y a des cantons qui ont plus de places à disposition, plus de familles d'accueil, il y en a qui en ont moins. Trouver une solution qui soit valable partout aussi, c'est pas possible. Donc voilà, c'est vraiment un thème qui est complexe. Les professionnels en sont conscients. Simplement, on a de la peine maintenant à trouver les réponses adéquates, vu aussi le manque de personnel qualifié. Puis juste encore rebondir, quand il s'agit de placer une personne, que ce soit dans le cadre pénal, d'une mesure pénale, ou bien dans le cadre civil, ou en placement médical, l'une des conditions légales au placement, c'est le caractère approprié de l'établissement. C'est-à-dire que si la situation de la personne et la personne remplit toutes les conditions pour être placée, mais qu'il n'y a pas d'établissement approprié qui puisse répondre aux besoins de la personne, alors le placement ne peut pas être prononcé. Ça, c'est ce que dit la loi. Alors, bonsoir. J'ai une question. Est-ce que vous savez si, à l'heure actuelle, il y a encore des placements abusifs d'enfants dans des foyers, ou voire même dans des familles d'accueil? Alors, si vous allez sur Facebook, vous trouvez certainement des groupes de parents qui se regroupent contre des placements abusifs dans les différents cantons. Donc voilà. Peut-être ce que je peux encore dire, c'est qu'il y a des autorités de surveillance. Donc dans les cantons, chaque canton, c'est la loi qui oblige. Donc l'ordonnance sur le placement d'enfants et une ordonnance au niveau fédéral qui oblige les cantons donc, à mettre en place des services de surveillance. Et puis ces autorités de surveillance, elles exercent des visites de surveillance. Donc elles vont
aussi visiter les familles d'accueil et les institutions. Elles s'entretiennent aussi avec les enfants. Et c'est en tout cas une visite une fois par année. Donc il y a un contrôle qui s'exerce. Maintenant, je pense qu'on n'est pas... Le risque zéro n'existe pas. Donc il y a certainement des choses qui ne sont encore pas satisfaisantes. Mais je pense que de manière générale, en tout cas dans les institutions, avec le fait qu'il y ait aussi plusieurs regards. Vous voyez, il y a le directeur, il y a les collaborateurs. Et il y a beaucoup plus une culture de dire que s'il y a des dysfonctionnements, il va y avoir des signalements. Mais parfois, on l'a quand même vu dans le canton de Genève, notamment avec la prise en charge des enfants autistes, qui sont des enfants très très difficiles. Enfin, il y avait un reportage récemment à la télévision qui était très touchant, parce qu'à la fois, c'est des enfants qui ont besoin d'aide, mais qui sont extrêmement difficiles au quotidien à gérer. Et puis là, il y a eu effectivement des abus. Donc je pense que ça existe encore, simplement c'est dans une moindre mesure. Et je pense que les professionnels ont vraiment pris conscience de nos jours de l'importance, enfin la place de l'enfant aussi totalement changé dans notre société, où on va plus voir l'enfant comme un sujet de droit, un sujet à protéger. Et du coup, les professionnels vont beaucoup plus intervenir. S'ils voient qu'un collègue commet un abus contre un enfant, cette culture en fait de savoir à qui s'adresser, il y a aussi, toutes les institutions ont des concepts pédagogiques, ont des concepts en cas d'abus, comment est-ce qu'on prend en charge les enfants. Donc je pense que le risque est beaucoup moindre qu'à l'époque. Mais maintenant, on ne peut pas non plus totalement exclure. À mon avis, dans ce domaine-là, il n'y a pas non plus un risque zéro. Et puis peut-être que Branda, je pense que Branda abondera dans mon sens, mais moi, en tout cas, dans ma pratique professionnelle, j'ai jamais vu une personne dans le dispositif de la protection de l'enfant ou de l'adulte qui était de mauvaise foi, puis qui voulait mal faire sa tâche. Tout le monde essaie de mener au mieux son mandat dans les conditions qui sont ce qu'elles sont. Peut-être vous, ce que vous pensez, enfin, ou ce que vous souhaitez qu'on aborde, c'est l'erreur judiciaire. Ça veut dire que une instance comme une justice de paix, par exemple, prononce le placement d'un enfant, alors que d'autres mesures moins incisives auraient permis de l'aider. C'est ça que vous souhaitez aborder. Et ça, si je veux être honnête, je ne peux pas exclure que ça arrive. Les erreurs arrivent à tous les niveaux. Après, ce qui est important, si un placement a été prononcé trop vite, et ça arrive parfois dans l'urgence, moi ça m'est arrivé en tout cas une fois où je le sais, parce que dans la plupart des situations on ne le saura peut-être jamais, c'est une jeune fille qui est arrivée dans mon bureau le vendredi à 4h, accompagnée par sa maîtresse. Elle était bleue, mais tout autour du cou, vraiment les marques de strangulation. Elle avait des hématomes sur les bras, des griffures, et elle a raconté que c'était son papa. C'est vendredi à 4h. Je n'ai réussi à atteindre aucun des parents. Tous les natels étaient éteints. J'ai été obligée de dire, cet enfant, elle passe le week-end dans le foyer. Le lundi matin, cette fille s'est subitement ravisée et a raconté qu'elle s'était battue avec sa sœur à midi le vendredi. Donc le père n'y était pour rien. Et là, j'ai vraiment fait un placement pour rien. Dans l'urgence, avec un récit qui paraissait cohérent de cette fille qui nous a expliqué comment papa l'avait soulevée par le cou, etc. J'ai fait ce qui s'appelle une erreur. Et je dois l'admettre, et ça peut arriver. Après, ce qui est important, c'est aussi que les gens parlent. Les parents, c'est clair qu'on va le plus vite possible les entendre. Si on place un enfant, ils vont pouvoir donner leur version, ils vont pouvoir expliquer le pourquoi du comment. On va essayer de comprendre la situation, on va essayer de voir quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place autres que de maintenir un placement. Mais l'erreur, elle est toujours possible. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des instances de recours. C'est pour ça qu'on peut en appeler à un tribunal cantonal. C'est pour ça qu'on peut en appeler à des avocates, à des avocats. Enfin, voilà, il faut que les gens se défendent. Et c'est juste de se défendre. Et moi, je préfère des parents dont j'ai placé les enfants qui se défendent pour récupérer leur enfant que des parents qui laissent faire. Des parents qui laissent faire, c'est peine perdue. Ça veut dire qu'ils ne se mobilisent même plus pour essayer de faire juste, pour pouvoir récupérer leur enfant. Le parent qui se bat, le parent qui veut que l'enfant rentre, c'est le parent qui sera prêt à changer quelque chose pour que l'enfant puisse rentrer dans de bonnes conditions. Donc je pense que les gens, ils ont le droit de se battre. Et c'est bien qu'ils le fassent, mais
voilà, il y a des situations où on ne peut pas admettre de laisser un enfant à domicile. Un enfant qui est plus nourri, un enfant qui est tapé, un enfant qui est insulté. Il y a besoin d'un changement de la part des parents. Merci, bonsoir. Moi j'ai une question par rapport à ces éventuelles erreurs judiciaires. J'aimerais savoir, à l'heure actuelle sur le canton de Fribourg, avec les organes qu'on connaît qui régissent un petit peu tout ça, quels seraient ou qui existe en organes de surveillance, plutôt à destination des parents qui sont confrontés vraiment à des gros problèmes dans la gestion de certains dossiers. Parce qu'en général, c'est un peu des allers-retours entre certains services, puis à un moment donné, il ne se passe plus grand-chose. Merci. Alors, je pense que à un moment donné, pour répondre à la justice, il faut se faire soutenir par un avocat, une avocate. Je crois que c'est juste. Chacun a le droit de demander l'assistance judiciaire et c'est important de faire valoir ses droits, et notamment en protection de l'enfant, l'assistance judiciaire, elle est accordée si les parents ne peuvent pas se permettre de payer eux-mêmes les services d'une avocate ou d'un avocat. Donc, je pense qu'il faut s'armer pour parler le même langage que l'instance que vous avez en face de vous. Après, il y a, si vous ne voulez pas aller au service de l'enfance et de la jeunesse, si vous ne voulez pas, il y a aussi la Fondation Guido Fleury qui a vraiment un service de conseil, ça s'appelle la Kesha, c'est plutôt connu en Suisse allemande, hein, mais j'espère que ça sera un jour connu en Suisse romande aussi, qui a un service d'écoute et de conseil pour les personnes qui sont confrontées aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, qui guide, qui conseille, qui prend contact, suivant comment, pour clarifier des situations. Et je crois que pour les autorités, c'est important aussi, parce qu'encore une fois, on ne peut pas être infaillible. Et clarifier une situation qui ne serait pas totalement transparente, qui ne serait pas totalement claire, c'est important pour nous aussi de pouvoir le faire, pour notre conscience professionnelle. Donc, je crois vraiment, première chose, c'est aller vers un avocat, une avocate. Deuxième chose, il y a cette fondation Guido Fleury avec la Kesha. Et troisième chose, il y a les aides aux victimes. Il y a toutes sortes d'associations aussi, Pro Infirmis, etc., qui peuvent conseiller aussi en matière de protection de l'enfant. Moi, j'ai quand même une question, à moins que quelqu'un d'autre dans la salle souhaite poser une question maintenant. Autrement, j'enchaînerai peut-être avec quelque chose qui m'interpelle quand je vous entends, c'est qu'on voit la complexité de prendre ces décisions. Et finalement, cette complexité, elle se retrouve aussi bien dans le volet pénal que dans le volet civil, même si là, moi aussi, je connais moins bien le volet pénal. Mais finalement, cette décision, parce qu'on a beaucoup parlé de ton travail, Vanda, mais comment est-ce que tu peux t'entourer au niveau d'une approche inter- et pluridisciplinaire pour accompagner ces décisions qui touchent finalement l'humain, donc un enfant, des parents. Est-ce qu'il faut et est-ce que vous pouvez mobiliser plusieurs autres formes de compétences et est-ce qu'à ce moment-là aussi il y a des réseaux qui se construisent autour de la prise d'une décision et dans l'accompagnement de la décision qui mobilisent différents savoirs et expertises autres que juridiques dont on a beaucoup parlé? Alors, merci pour cette question à laquelle je réponds volontiers parce qu'elle est importante. On n'est pas seulement dans la situation de pouvoir s'entourer d'autres compétences, mais de devoir le faire. Les nouveaux articles sur la protection de l'enfant et de l'adulte dans le Code civil depuis 2013 prévoient que les autorités de protection ont une composition interdisciplinaire, donc font partie de l'autorité soit des membres permanents, soit des juges assesseurs dans les systèmes qui sont plus judiciaires. Vous savez qu'en Suisse, l'organisation, elle est du ressort des cantons, donc on a tous les systèmes possibles et imaginables, mais cette autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, elle a dans sa composition une personne qui a des connaissances juridiques, donc un ou une juriste,
mais elle doit avoir aussi des personnes qui ont des connaissances dans le domaine de la psychologie, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine de la pédagogie. Donc, vraiment, de manière très très large, une réunion de compétences. Et nous, on prend toutes les décisions qui sont relatives à des placements en fin d'assistance ou à des placements d'enfants dans cette composition interdisciplinaire. Sauf les décisions qui sont prises en urgence un vendredi après-midi 16h lorsque la jeune fille arrive. D'ici que j'ai terminé de l'entendre, moi, je n'arrive plus à avoir une composition interdisciplinaire. Et là, je vais prendre une décision par mesure qui s'appelle superprovisionnelle, qui est valable au maximum 30 jours. Et je vais essayer la semaine qui suit d'entendre les parents et là, d'avoir une composition interdisciplinaire pour prendre une décision plus juste qu'une décision prise par une simple juriste. Mais c'est vraiment un devoir d'être en composition interdisciplinaire et d'avoir ce regard de la psychologue, du pédagogue, de la personne qui a une formation sociale sur la situation donnée et d'avoir leurs conseils pour prendre une décision plus juste. Alors peut-être au niveau pénal, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Déjà en pratique, si on a une personne qui est placée dans une institution, on a ce qui s'appelle des séances de réseau, de manière assez régulière, où là il va y avoir les personnes de l'autorité donc de placement, qui est l'autorité d'exécution des sanctions pénales. Il peut y avoir ensuite, par exemple, si la personne elle travaille dans l'institution, le maître d'atelier, il peut y avoir le psychiatre ou le psychologue, il peut y avoir un représentant de l'autorité aussi de protection s'il y a eu une mesure civile. Il pourrait même y avoir un membre, par exemple, de la famille, si c'est jugé que c'est important, ou un avocat ou une avocate. Donc ça, c'est très large dans la pratique, mais le code pénal, en fait, le prévoit aussi. On a ce qui s'appelle des autorités, des commissions d'examen de la dangerosité, et ces commissions, elles doivent être pluridisciplinaires, donc généralement, de nouveau, un psychiatre ou un psychologue, il peut y avoir des médecins. Il y a toujours un représentant aussi de l'autorité d'exécution, mais qui des fois ne prend pas justement de décision, qui va assister parce qu'il est concerné. Il peut y avoir un juge, un représentant du ministère public. Après, ces autorités ne sont pas composées de manière identique dans tous les cantons. Donc en Suisse alémanique aussi, on a une commission pour plusieurs cantons, tandis qu'en Suisse romande, on a une commission par canton. Et par exemple, dans certains cantons, on peut avoir des représentants de la LAVI, on peut aussi avoir des avocats. Donc vraiment, en droit pénal, on a ces échanges interdisciplinaires, et moi je trouve que c'est quelque chose aussi vraiment de nécessaire. Aussi d'ouvrir en fait son regard, d'avoir différentes perspectives sur un cas, et de discuter ensemble pour essayer de trouver la meilleure solution pour la personne concernée. Peut-être juste une petite question de la toute pratique de la part d'une personne qui nous suit en ligne, qui aimerait que vous répétiez le nom de la fondation d'aide aux parents présente en Suisse allemande. Alors, c'est en fait la fondation Guido Fluri qui sponsorise ça, et ça s'appelle la Kesha. C'est K-E-S-H-A, j'imagine .ch. Hein, voilà, Merci beaucoup. Voilà. Alors, oui, tout devant. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'ai pas mal de questions en fait, excusez-moi. Dans le cas d'un placement d'enfants, est-ce que les parents, ils sont aussi, comment dire, est-ce qu'ils sont entourés par des associations, par le pouvoir juridique qui a décidé ce placement? Est-ce qu'il y a quelque chose pour les parents? Parce que certainement que c'est un placement qui est forcé, de placer des enfants. On peut imaginer que ce n'est pas forcément un cas grave de maltraitance physique, même psychologique. Ce n'est pas un enfant qui est mis dans un placard tous les jours et à qui on ne donne pas à manger. Ça peut être des choses un peu plus subtiles, ou alors une erreur judiciaire et le placement il ne dure pas seulement 48 heures, mais il est un peu plus long. Donc ça peut avoir un impact considérable sur un parent, sur les deux parents, d'un point de vue psychologique. Est-ce qu'il est prévu une prise en charge des parents à ce niveau-là, sachant que ça peut être une énorme souffrance pour les parents? Alors les parents peuvent être représentés par des avocats, déjà.
Et puis, il y a des projets pilotes qui sont mis en œuvre à l'étranger, en Suisse, pour davantage impliquer les parents. Parce qu'effectivement, si les parents ils sont plus impliqués dans la procédure, ils peuvent plus participer à la procédure, eh bien, la mesure qui sera prononcée, les effets de la mesure qui est prononcée à des fins de protection aura plus d'effets, aura des effets plus positifs. Le placement dure en général moins longtemps. Il y a les conférences familiales où on essaie de redonner la responsabilité de la décision aux familles, mais aux familles élargies, avec l'aide de professionnels qui encadrent en fait ces conférences. Mais finalement, la responsabilité de la décision et puis de la protection de l'enfant revient aux familles. Il y a le système de la paire-aidance. Donc, c'est des personnes... En fait, les parents sont soutenus par des personnes qui ont déjà vécu le processus de la protection de l'enfance. C'est un peu le système des alcooliques anonymes, qui était, je crois, la première association où ce système était mis en place, où en fait, c'est des personnes qui sont rentrées dans le tunnel, puis qui en sont sorties, puis qui peuvent partager leur expérience, leur vécu avec les personnes qui sont actuellement dans le tunnel, puis leur montrer qu'on peut se relever d'un processus qui est effectivement pas toujours facile. Donc il y a un petit peu des projets comme ça, des modèles qui se développent. Mais c'est vrai que la participation des parents, c'est un vrai thème, tout comme la participation des enfants. Peut-être si j'ose juste me permettre pour la pratique, lorsqu'un enfant est placé, l'idée c'est qu'il retrouve son lien avec les parents. Ça, c'est quelque chose qui est un fil conducteur. À moins que ce soit vraiment un cas gravissime d'abus, etc., où on ne peut pas se permettre de demander à l'enfant de retrouver le lien avec les parents. Mais dans l'essentiel des placements, ce qu'on prononce avec le placement, c'est aussi le droit de visite des parents. Donc, la manière dont l'enfant reste en lien avec les parents. Il peut rester en lien avec les parents, soit parce que les parents, plusieurs fois par semaine, vont trouver l'enfant dans l'institution, soit parce qu'assez rapidement, il peut rentrer sur des jours ou des week-ends entiers. Et il y a tout un travail qui est fait dans les institutions qui accueillent les enfants avec les parents. Parce que lorsque vous placez un enfant, la première chose que vous devez faire, c'est expliquer aux parents quelles sont les raisons pour lesquelles vous leur avez enlevé l'enfant. Ce qui leur permet de se mettre dans l'idée de résoudre la problématique qui a conduit au placement et qui leur permet de savoir qu'est-ce qui a attendu d'eux pour que l'enfant puisse rentrer. Donc on essaye de jouer transparent. Et les institutions, elles reçoivent aussi cette décision et elles savent exactement quel est le travail à faire avec les parents pour les amener au point où les enfants peuvent retourner chez eux. Donc il y a vraiment un travail qui est continu et très intensif entre les institutions, les parents et l'enfant. Oui, d'un point de vue pratique, j'ai entendu à plusieurs reprises que les parents peuvent faire appel à un avocat. Vous venez de dire sont représentés souvent par un avocat. Et là, moi, je pense à des familles modestes. Parce qu'un avocat, ça coûte, par expérience, je sais que ça ne coûte pas 23 francs 50 à l'heure. Hein. Alors je me pose la question, est-ce qu'ils sont défrayés, est-ce qu'ils sont aidés dans le fait de pouvoir avoir accès à un avocat moi, je pense à ces familles qui ont de la peine à tourner et puis qui doivent trouver un avocat. Puis je pense aussi à ces familles... à qui on dit qu'il faut prendre un avocat, puis ils ne savent même pas où aller. Est-ce il y a quelque chose qui intervient là-dedans? Alors, de manière très concrète, nous, lorsqu'on a quelqu'un qui s'adresse à nous et qui semble un peu perdu dans la manière de demander à ce que ses droits soient reconnus, on leur donne toujours le numéro de téléphone de la permanence des avocats fribourgeois. Voilà, et comme ça, on leur explique aussi où est-ce que se trouve le bâtiment, quel jour ils peuvent aller à la permanence, combien ça va leur coûter. Et à partir de là, on attend des avocats qu'eux guident la personne et qu'eux déposent une demande d'assistance judiciaire. En Suisse, vous avez accès
à une défense de la part d'un avocat ou une avocate si vous n'avez pas les moyens financiers suffisants par l'assistance judiciaire. Donc c'est l'État finalement qui va payer les frais de la personne qui vous défend. Et puis vraiment en protection de l'enfant et de l'adulte, on est très très souple pour accorder cette assistance judiciaire parce que c'est des droits fondamentaux qui sont touchés et donc c'est important que les personnes puissent se défendre. J'aimerais donner une perspective un peu par rapport au progrès qu'on pourrait faire en Suisse. Et puis un des progrès qui me semble important, ça serait justement que ces familles-là puissent vraiment avoir recourir à des avocats, mais qui soient spécialisés dans ce domaine-là. Moi, j'ai travaillé aussi dans une autorité de protection de l'adulte. C'était une autorité administrative dans le canton de Berne. Et là, je dois vous dire que dans plusieurs cas où les parents étaient séparés, les avocats ont ajouté de l'huile sur le feu. Et puis, c'est pour ça que je prône vraiment. Il y a d'ailleurs une association qui s'appelle avocatdelenfant.ch, où il y a des gens qui ont suivi des formations spécifiques et qui seront, je peux le dire, je crois, en plus je ne suis pas juriste, qui seront meilleurs en fait, qui vont voir l'intérêt de l'enfant avant l'intérêt du parent en fait. Et il y a beaucoup de démarches de conciliation maintenant, il y a ce modèle de Cochem, il y a des tentatives dans plusieurs cantons d'aller dans la direction de la médiation pour éviter à l'enfant de se retrouver dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté, donc de se voir tirer entre les deux parents. Et je dois vous dire que j'en ai vu beaucoup des situations comme ça, où la maman, elle arrivait et puis elle me disait oui, mais vous vous rendez compte, il ne m'a pas rendu les affaires du week-end. Et puis l'enfant, il entend tout ça, en fait. Il est pris totalement là-dedans. Et lui, il aime son papa, il aime sa maman, il est loyal. Et puis il se retrouve là. Et ça fait énormément de dégâts. Et je pense là, en Suisse, c'est un des points où vraiment on doit encore progresser. C'est-à-dire qu'on doit avoir des spécialistes dans ces thèmes qui sont tellement sensibles, des gens qui soient formés aux droits de l'enfant. Et l'autre thème qui me semble très très important aussi, c'est que dans les décisions qui sont prises, souvent, dès le moment où les parents sont d'accord ou pas d'accord, on ne va pas tellement se poser la question de l'enfant, en fait, ou pas suffisamment. Donc, par exemple, si les parents disent oui, pour un adolescent notamment, on dit que voilà, aussi, à partir de 12 ans, normalement, voilà, l'enfant peut aussi dire ce qu'il pense. Ça, c'est un âge, mais il y a des enfants qui seront mûrs à 10 ans, voilà. Mais trop facilement, on se dit ah ben les parents sont d'accord, donc l'enfant, on va partir du principe qu'il est d'accord. Et on lui pose même pas la question est-ce que tu es d'accord d'être placé, est-ce que tu es d'accord d'être placé là, est-ce que tu es d'accord de voir tes parents à telle fréquence, etc. Et du coup, je pense qu'on a encore un progrès d'aller un peu plus loin, tout en faisant attention de ne pas lui donner toute la responsabilité. C'est là qu'on voit à quel point c'est un métier qui est difficile. Mais disons qu'il y a quand même, à mon avis, encore des progrès à faire dans le sens que les enfants doivent pouvoir exercer leurs droits. À quel moment un enfant sait qu'il peut faire recourir, soit une décision de 6 pages avec les voies de recours qui ne comprend rien. Il y a des cantons qui ont des procédures où ils font des décisions qui sont en langage simplifié. Du coup, les enfants comprennent, ils savent ce qu'ils doivent faire. Il y a des cantons qui mettent systématiquement un curateur de représentation pour les enfants, donc ils nomment un avocat pour accompagner l'enfant. Ce n'est pas du tout le cas en Suisse actuellement pour toutes les situations et pour tous les cantons. Donc là, à mon avis, c'est vraiment encore des progrès qu'on peut faire. D'ailleurs, juste pour rebondir, la loi prévoit que les autorités doivent examiner l'opportunité de désigner un représentant à l'enfant, mais ce n'est pas un droit de l'enfant tel qu'il ressort du Code civil. Après, il doit pouvoir un enfant capable de discernement, comme c'est considéré comme un droit strictement personnel, peut aller vers un avocat puis le mandater lui-même. Et l'avocat ferait la demande à la justice, que ce soit l'APEA ou bien la justice civile. Et dans ce cas, la justice doit le désigner comme curateur de représentation. Mais comme c'est prévu dans le système de la protection de l'enfant, ce n'est pas un droit de l'enfant d'être représenté. Et sans ça, c'est impossible qu'il puisse se défendre et puis dire ce qu'il a à dire. C'est impossible. Peut-être juste dire que les enfants, lorsqu'ils sont placés et qu'on voit que le placement va durer plus que quelques jours,
dès l'âge de 6 ans, on va les trouver dans les 10 jours. On va les voir normalement dans le foyer où on les fait venir à la justice de paix pour avoir un entretien avec eux. Voilà, donc simplement pour dire qu'effectivement, on donne quand même à l'enfant l'occasion aussi de dire comment il s'est senti au moment du placement, quelles sont ses perspectives et ses souhaits. Puis c'est important pour nous de pouvoir l'entendre, pas dans le sens de suivre aveuglément ce que veut l'enfant, mais dans le sens que son avis, il est important dans les différents éléments qui vont permettre de continuer à prendre des décisions. Alors effectivement, les autorités doivent entendre l'enfant, mais à mon sens, le fait que l'enfant il ait un représentant pour lui qui défende sa voix, ses intérêts à lui, ça va encore au-delà de l'autorité qui recueille son avis et puis qui décide. Parce qu'après, est-ce que l'autorité lui présente toutes les options possibles ? Est-ce que l'autorité tient compte aussi de la volonté subjective de l'enfant ou bien elle retient que son avis objectif ? Ça, c'est une question aussi. Donc, à mon sens, dès qu'il y a un placement, l'enfant devrait avoir accès à un représentant indépendant de l'autorité qui reçoit des instructions uniquement de l'enfant, comme ce serait le cas pour un adulte. Donc, c'est pour être sûr d'avoir bien compris. En fait, un enfant, dès l'âge de 12 ans, il peut désigner un avocat pour se défendre. C'est juste, y compris en Suisse. Alors, il n'y a pas d'âge qui est fixé dans la loi. C'est dès que l'enfant est capable de discernement, peut mandater un avocat pour le défendre dans une procédure. Peut-être que vous pourriez préciser, parce qu'on a parlé de l'accès à la justice, c'est une grande question à part entière. On a mentionné qu'il y a plusieurs options, mais ma question, c'est peut-être aussi à Johanna, la question, ce serait de dire, mais comment on fait connaître ces options ? Parce qu'on a vu, déjà, les connaître, c'est compliqué, mais comment les institutions peuvent faire connaître par des flyers, des sites internet, de la diffusion de ces informations ? Parce que si on n'a pas la connaissance, c'est compliqué d'aller la chercher. Et puis par rapport à l'assistance judiciaire, parce que c'est vrai que dans le canton de Fribourg, encore pour un moment, on est un peu privilégié parce qu'elle est vraiment gratuite, comme le dit d'ailleurs la Constitution fédérale. Mais par exemple, dans le canton de Vaud, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que dans le canton de Vaud, l'assistance judiciaire, c'est un prêt qui est remboursable. Donc là, on peut s'interroger sur la constitutionnalité des décisions vaudoises par rapport à l'assistance judiciaire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour un enfant qui mandaterait un ou une avocate dans le canton de Vaud, par exemple ? Il n'a pas les fonds, il va devoir rembourser cela, même si l'assistance judiciaire est nommée. Qui va prendre en charge cette facture ? Mais sauf erreur, quand c'est un enfant qui est nommé dans une procédure de protection de l'enfant, c'est payé par l'APEA, donc puis c'est comptabilisé dans les frais de la décision. Donc après, ce sera reporté sur les parents ou mis à la charge de l'État. Donc c'est pas tout à fait dans le système de l'assistance judiciaire pour les enfants. Et juste pour l'accès à l'information, je dévoile un petit peu, mais il y a l'organisation childsidentity.org, CHIP, qui a élaboré un guide des droits de l'enfant placés en partenariat avec différentes associations et qui sera prochainement financé par le Fonds national suisse et qui sera mis en ligne prochainement. C'est un super guide interactif qui a été fait aussi en collaboration avec les enfants. C'est une jeune qui a fait toutes les illustrations. C'est vraiment super. Donc aussi, dès qu'il sera publié, je pourrai le transmettre à Farida qui pourra mettre le petit lien sur la page du Café Scientifique. Avec plaisir. Moi, je voulais pas forcément répondre directement à la question, mais en fait, cette discussion, ça m'inspire aussi des réflexions sur le fait que notre justice, on le voit ce soir avec cette thématique, c'est vraiment très complexe. Et même pour nous, on est juristes, mais de branches différentes. Par exemple, moi, il y a certaines réalités du droit civil que je connais pas bien ou que je comprends
pas toujours. Et ça me pose aussi la question d'en fait, de nos autorités judiciaires, aussi de nous dans nos pratiques. Comment est-ce qu'on pourrait simplifier des fois les décisions qu'on rend ou mieux les expliquer aux gens qui ont pas, qui sont pas dans ce milieu ou pour qui même, en fait, qui sont des fois même pas de langue maternelle française ou allemande dans le canton de Fribourg. Et ça, je pense que là, on a aussi, comme l'a dit Johanna, on a vraiment des efforts à faire. Alors, pour les adultes, donc il y a la COPMA, donc la Conférence en matière de protection des adultes et des mineurs, a publié l'année passée, je crois, un site qui s'appelle APEA en bref, qui explique de manière simple toutes les mesures de protection de l'adulte. On est en train de réfléchir si une chose similaire doit être faite pour les enfants et les jeunes. Toutefois, on cherche encore aussi le bon canal parce qu'on ne va pas faire forcément exactement la même chose. Il y a aussi une application qui s'appelle Kidimo en Suisse alémanique qui présente les droits des enfants de manière plus large. Et puis, il y a des brochures sur le site internet de la CDAS. Vous avez, c'est un document qui s'adresse plutôt aux professionnels, mais qui est une liste des outils utiles en matière de participation dans le domaine de la protection. Et par exemple, le canton de Vaud vient de faire une brochure que je trouve remarquable. Elle a fait une brochure pour les jeunes placés, faite par des jeunes placés dans le canton de Vaud, qui explique en fait à un jeune qu'est-ce qui se passe quand il est suivi par un jeune en matière de protection de l'enfant. Et puis il y a une brochure similaire qui a été faite par les assistants sociaux du service de la protection de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud pour leurs collègues, pour dire qu'est-ce qui a bien marché en matière de participation. Et ce genre d'initiative est vraiment très intéressante. Et on essaye à la CDAS de tenir la liste à jour de tout ce qui existe. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'UNICEF qui a des brochures, etc. Après, ce dont on n'a pas parlé encore ce soir, c'est que souvent, dans ce genre de situation, donc avant, le placement, c'est toujours la mesure qui intervient, on dit, c'est toujours la mesure la plus incisive, et c'est celle qui va intervenir en dernier, normalement, sauf cas d'urgence. Ça veut dire qu'il y a souvent toute une série de mesures qui sont essayées avant, et notamment souvent en Suisse romande, l'action éducative en milieu ouvert. Donc c'est une sorte de coaching pour les parents, donc où une personne va intervenir au domicile pour donner des aides aux parents quand les enfants ont par exemple des problèmes de comportement. Et donc on appelle ça des mesures ambulatoires, tout ce qui est le suivi psychologique, l'AMO, etc. Et puis après, quand la situation devient un peu plus difficile, il y a souvent le service de la protection de l'enfance et de la jeunesse qui intervient, ou le service social. Et là, il y a souvent aussi une curatelle qui va être instituée pour l'enfant, une curatelle éducative sur la base du Code civil, l'article 308 alinéa 1. Et là, c'est une assistante sociale du service de protection qui va être nommée pour coacher les parents. Le problème, là, des fois, c'est que voilà, ces gens ont beaucoup de dossiers, elles ne peuvent pas coacher les parents de manière très intensive, mais ces personnes-là, elles sont très informées de toutes les offres qui existent, et souvent, l'information, elle se fait par là. En fait, c'est-à-dire que c'est l'assistante sociale qui va dire, voilà, dans votre cas, il faut un suivi logopédiste, je vous mets en contact avec telle personne, dans votre cas, il faut ci, dans votre cas, il faut ça. Donc souvent, le réseau existe et marche bien, et les gens sont informés. Là, on peut faire un effort, à mon avis, c'est dans l'information directe aux enfants et aux jeunes. Et moi, quand je rencontrais des enfants et des jeunes en audition, comme Madame Souter, souvent ils me disaient ils ne savaient même pas qui était leur curatrice. Donc déjà, ils ne savaient pas ce que c'était une curatelle, ils ne savaient pas qui était leur curatrice. C'est la dame que j'ai vue une fois il y a 2 ans. Mais enfin, pour eux, c'est un monde qui est aussi totalement étranger à leur vie quotidienne, en fait. Et puis, il y a aussi une disposition très intéressante dans l'ordonnance sur le placement d'enfants, c'est que les autorités devraient vérifier que les enfants aient une personne de confiance. Et puis ça, c'est un thème, je vous dis, qui déchaîne les passions actuellement dans les professionnels, parce que personne n'est d'accord sur qui doit être cette personne de confiance, comment ça marche, après combien de temps elle est nommée, est-ce qu'elle a le droit d'avoir accès au dossier ou pas, bref. Voilà. Mais l'idée de base, elle est très intéressante, de dire que l'enfant devrait avoir une personne qui lui aide à comprendre tout ce qui se passe, à qui elle peut tout raconter, et puis que ça, c'est un devoir de l'autorité de s'en enquérir. Il y a des associations fêtières, Integras, Cura Viva, qui essayent maintenant. J'ai récemment participé à un truc qui s'appelle le Innovation Booster. Donc c'est dans le domaine de l'innovation sociale. On cherche une solution, comment mettre en place des personnes de confiance. C'est difficile, mais je pense qu'on est dans cette tendance qui est très très positive, où les enfants auront des meilleurs droits à l'information et à la participation.
Merci beaucoup. Déjà, je rebondis peut-être là-dessus. Vous dites qu'il y a des enfants qui disent qu'ils n'ont pas vu une curatrice depuis 2 ans. Justement, je me pose la question du suivi qui est fait après ces placements. Madame Souter, vous avez dit que vous alliez, la justice de paix en tout cas, allait trouver ces enfants. Qu'est-ce qui est fait pour comprendre si ce placement il est encore bon après un certain temps? Comment est-ce que c'est réévalué au fil du temps? Qu'est-ce qu'on peut améliorer de ce côté-là aussi? Alors, les premiers qui sont en mesure de voir s'il y a des progrès, que ce soit au niveau de la famille ou de l'enfant, ou des deux, c'est les institutions elles-mêmes où les enfants sont placés. Et comme je vous disais, elles font vraiment un travail très, très, très intense avec le mineur et la famille. Et c'est elles, en général, qui sont celles qui donnent le signal pour dire on est au stade où il faut commencer un retour progressif, où on est au stade où on peut passer à un retour avec peut-être une prise en charge éducative à domicile par un éducateur, une éducatrice de l'institution. Donc, pour moi, les premiers qui sont vraiment capables de suivre au plus près comment évolue la situation de l'enfant, c'est les foyers, c'est les institutions. Ensuite, la personne qui doit superviser, c'est la curatrice, le curateur du service de l'enfance, qui, elle, a vraiment une fonction d'avocat un peu de l'enfant, de défenseur de l'enfant, de celui qui doit guider les parents par rapport à l'enfant. Donc c'est eux les deuxièmes qui devraient être les plus proches de l'enfant. Et ensuite, vous avez tout ce qui entoure l'enfant dans le réseau, que ce soit des psychologues, que ce soit des ergothérapeutes, que ce soit... Voilà, à l'école, bien sûr, qui a une place très importante. Et dans ce réseau se trouve aussi l'instance qui va prendre la décision de permettre à l'enfant de rentrer, qui est la justice de paix, l'autorité de protection. Mais au plus près du mineur, pour moi, c'est l'institution. Et c'est là que, pour moi, devrait être placée la personne de confiance. Et moi, j'ai l'impression toujours, dans ce que je perçois autour des mineurs, notamment ceux qui ont l'âge d'avoir curatrice auprès du SEJ, curatrice de représentation dans la procédure parce que les parents se battent encore sur l'autorité parentale, sur le placement, voilà, qui ont la psychologue, qui ont encore l'ergothérapeute, qui ont... à la fin, c'est des enfants qui n'en peuvent plus de raconter à tout le monde la même histoire. Et pour moi, ce serait important d'avoir dès le départ la personne de confiance. Moi, ça me parle plus que le représentant ou la représentante dans la procédure. Pour moi, le mot confiance, il est important et ça devrait être quelqu'un que l'enfant peut aussi participer à choisir. Et pour moi, là, il n'y a pas besoin forcément de rajouter encore une couche, que ce soit de juriste, que ce soit de psychologue, que ce soit de pédagogue. Ça peut être quelqu'un qui simplement a la confiance de l'enfant. Et effectivement, je trouve que la discussion, elle est intéressante, mais moi, je suis souvent en face d'enfants qui savent déjà pas qui sont toutes les personnes qui sont dans leur réseau, et puis qui n'en peuvent plus de raconter la même chose 1000 fois. Bonsoir et merci de former et informer, vu qu'on parlait de formation, d'information. Et par rapport à ces sujets qui sont subtils et sensibles, le mot « personne de confiance », chez moi, il vient me toucher parce que j'ai l'impression qu'il est dépouillé de la question de l'autorité. Autorité médicale, thérapeutique, autorité judiciaire, ça peut faire peur. Ça en remet une couche, en fait, sur l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, de faux, sur les conflits de loyauté, etc. Et voilà, moi je vote par rapport à ça. Et puis, par rapport à la question de la formation et de l'information, je me demandais où placer les écoles. Est-ce qu'elles ont un rôle là-dedans? Est-ce qu'elles peuvent soutenir que l'enfant a des droits, qu'il peut y faire recours?
C'est une bonne question. Je pense que je vais un peu élargir, si vous me permettez, parce que c'est un peu difficile de répondre, mais je pense que de manière générale, dans la société, on a besoin de progresser vers une déstigmatisation de ces questions-là, en fait. Moi, je plaide vraiment pour que... Puis je l'ai discuté avec beaucoup on appelle ça des caregivers. C'est des jeunes qui ont été placés dans leur jeunesse et puis qui ont maintenant entre 20 et 30 ans. Il y a des associations qui existent, par exemple sur Bâle et Zurich, qui défendent les droits en fait, des enfants placés. Et ils disent, voilà, ils ont beaucoup souffert d'avoir non seulement donc, déjà une situation familiale souvent compliquée, mais en plus du regard de la société sur eux, qui leur rendait finalement responsables encore de ça. Et puis, moi, je pense que par une meilleure information de tout le réseau de l'enfant, donc y compris les écoles, dans cette idée de site internet qu'on avait pour les enfants et les jeunes, on avait aussi une idée de faire un volet pour les écoles, de dire aux enseignants, voilà, qu'est-ce que je peux faire si dans ma classe j'ai un enfant placé. Puis pour moi, par exemple, une des premières choses à faire, c'est peut-être, voilà, je pense qu'on a une génération aussi de jeunes qui va venir, qui ont beaucoup moins peur des tabous que ma génération ou la génération, enfin si on remarque, ils parlent plus volontiers des choses. On le voit avec des jeunes qui font des podcasts, par exemple, sur la santé psychique. Et je me souhaite vraiment aussi que le thème du placement se détabouise, se déstigmatise. Et puis, ça va aussi un peu dans le sens qu'on voit maintenant beaucoup la protection de l'enfant comme quelque chose de négatif parfois, hein, que les gens ont très très peur. On voit ça en disant, voilà, on intervient dans ma vie privée, on va me dire ce que je dois faire, tout ce que je fais mal. Et puis j'ai très très peur de ça. Et puis je pense qu'on doit arriver, alors c'est pas pour tout de suite, mais je pense que c'est un chemin, à se dire qu'en fait la protection de l'enfant c'est comme un médecin. Hein, moi, je disais toujours aux parents que je voyais, je leur disais, mais vous ne devez pas vous battre contre moi. Moi, j'ai aucun intérêt à vous embêter. Vous devez vous battre avec moi. Et ça marchait assez bien de leur dire, voilà, c'est moi qui vais vous donner les pistes, hein, on va voir qui peut vous aider, etc. Mais vous devez vous battre avec moi, sinon ça va pas fonctionner. Et puis, je pense que là, ça serait important aussi d'informer les enseignants, les écoles, parce que je pense que les enseignants sont aussi un petit peu perdus. Il y a aussi tout ce problème un peu de, voilà, qu'est-ce qu'on a droit de savoir comme information. Je me souviens beaucoup que quand je travaillais à la PEA, par exemple les animateurs socioculturels qui avaient beaucoup de jeunes qui étaient placés nous disaient toujours, ouais, vous nous embêtez parce que nous on doit vous donner toutes les infos du jeune qui le concernent, puis nous on n'ose rien savoir après quand il est placé, nous on n'osait pas leur donner des informations à la PEA, puis ça pose un problème dans la collaboration parfois. Et puis je pense qu'en tout cas pour les écoles, elles doivent les enseignants devraient avoir un endroit, mais tout simple, hein, où on peut comprendre juste quelles sont les mesures, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis peut-être quand même de développer des outils, parce que je pense que c'est de nouveau très délicat. Hein. Est-ce qu'un enfant a envie qu'on l'expose devant tous ses camarades pour qu'on lui dise, toi t'es placé, tu vis pas avec ta maman et ton papa. On a récemment fait, sur un autre sujet, sur les personnes handicapées à la CEDES, un événement où il y a Bionic Man qui vient de Fribourg, je crois qu'il est venu, hein, Michel Fournassier qui a une main bionique. Et puis il a expliqué qu'en fait il va dans les écoles pour dire que son handicap il en fait une force en fait. Et moi je me souhaite ça aussi pour les enfants placés, que les enfants placés on leur donne ce message-là. Puis ça je pense que les enseignants peuvent là jouer un rôle en disant mais cet enfant-là finalement peut-être il a de par sa vie des vécus plus difficiles. Mais il peut transformer ça en une force. Et puis là, je pense que les enseignants peuvent jouer un rôle important d'expliquer aux autres enfants que c'est pas un choix, mais qu'on peut, par l'entraide ou par le soutien. Et je crois aussi beaucoup à l'aspect des parents des autres enfants, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de situations où les parents des autres enfants jouent un rôle très, très important. On le néglige peut-être aujourd'hui, on ne le sait pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de parents, d'amis qui vont prendre des enfants chez eux pour les soutenir et qui font là un travail qui est essentiel. Puis quand vous discutez avec ces caregivers, justement, ils vont dire, voilà, c'était mon entraîneur de foot qui m'a permis de construire ma vie, qui m'a fait sortir de ma situation. Et dernièrement, j'ai rencontré une jeune fille qui avait une situation terrible, avec un papa qui enfermait les 3 enfants à la cave. Et c'était son juge elle m'en parlait, elle me disait, je ne sais plus son prénom, elle me disait, mais c'est lui elle avait noué un lien incroyable avec
cette personne et elle a dit j'en serais éternellement reconnaissante, il m'a sauvé ma vie. Et elle fait des études de droit. Et je trouvais ça une histoire magnifique en fait. Et je pense que c'est vraiment, moi je crois beaucoup en fait à ces personnes dans le réseau qui peuvent vraiment changer le cours d'une vie de ces enfants. Merci. Moi non plus, je ne voudrais pas monopoliser, mais j'ai aussi beaucoup de questions. J'ai été confrontée dernièrement à une situation un peu surprenante pour moi. Une institutrice qui a une élève qui est venue révéler une situation problématique. Et cette institutrice s'est tournée vers l'APE locale qui lui a dit qu'elle n'était pas compétente parce que cet enfant n'avait pas un statut légal en Suisse. Je n'ai pas réussi à trouver de cas d'exclusion de l'intervention de l'APEA. Est-ce que ça vous est connu? Merci. Alors, peut-être pour nous, on se considère compétent si c'est une situation d'enfant qui vit, qui est scolarisé en Suisse, qui soit inscrit ou pas dans le registre des habitants. On sait aujourd'hui que les enfants, en tout cas dans le canton de Fribourg, je ne sais pas si c'est comme ça dans toute la Suisse, mais quel que soit leur statut, permis de séjour, pas permis de séjour, ils ont le droit d'être scolarisés. Donc, c'est des enfants qui sont ici, donc on va s'en occuper. Enfin, moi, je ne me serais jamais, et mes collègues non plus, déclarée incompétente parce qu'un enfant n'est pas enregistré au registre des habitants. Après, voilà, chaque canton probablement a ses pratiques différentes, mais le droit des enfants y prévaut. Et en situation d'urgence, quel que soit le domicile de la personne, si elle est sur le fort de l'autorité de protection, elle est compétente. Donc, en situation d'urgence, de toute manière, la question ne se pose pas. Et oui, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est consacré dans la Convention des droits de l'enfant, qui clairement fait prévaloir l'intérêt de l'enfant à être protégé plutôt que son statut illégal en Suisse. Donc ça, moi non plus, j'ai pas connaissance qu'on refuse un dossier parce que la personne elle est en statut illégal. Bonsoir. J'avais une question, mais on revient à la protection des adultes. Si je prends par exemple l'histoire qui se passe actuellement en Valais, où on parle du propriétaire de la maison d'Hermès, où on suppose qu'il y aurait peut-être des abus ou une emprise et tout ça, je me posais la question comment ça se passait, les enquêtes. Après, est-ce que l'APEA travaille avec la justice? Enfin voilà, c'est toutes des questions qui restent un peu mystérieuses, je dirais. Alors dans ce cas-là, il y a certainement eu un signalement à l'autorité de protection, qui est une autorité administrative en Valais. Et puis il y a une enquête qui a été faite, et vraisemblablement il y a une expertise qui a été faite pour déterminer la capacité de discernement de la personne. Si on considère qu'elle est capable de discernement, eh bien elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Alors si elle n'est pas capable de discernement, la personne bénéficiera d'une mesure de protection. Mais en général, je ne sais pas ce que tu en penses, Wanda, mais sauf si la dilapidation de l'argent est une conséquence d'un trouble psychique ou d'une maladie mentale, ce n'est pas un motif d'une mise sous tutelle. Ce n'est pas parce qu'on ne paye pas ses impôts qu'on doit bénéficier d'une mesure de protection. Oui, alors absolument d'accord. Hein. Sauf si la personne elle a des gravissimes troubles cognitifs, qu'elle souffre d'un Alzheimer avancé, qu'on ne peut plus considérer que par rapport à l'acte qu'elle fait, je donne 100 000 francs à la femme de ménage qui m'a pendant 30 ans nettoyé mes habits. Et voilà, ce qui est un droit. Hein. Normalement, on n'enfreint pas la liberté de la personne. Donc, quelqu'un peut avoir des actes qui semblent déraisonnables, peut-être par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et en même temps qui correspondent pleinement à la volonté de la personne. Si on considère qu'elle a la capacité de discernement par rapport à la donation extraordinaire qu'elle fait à une personne qu'elle tient à remercier, on ne doit pas intervenir. Quand j'étais à l'APEA, j'avais eu un cas d'un monsieur qui sortait de l'hôpital psychiatrique, donc qui avait
qui avait par moments des troubles, mais par moments ça allait bien. Et puis il avait un cancer et il refusait de se soigner. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça a été très compliqué. D'ailleurs, suite à ça, j'ai fait un casse en éthique parce que je me suis dit le droit ne peut plus répondre à ce type de questions. Ça va au-delà. Et finalement, s'il a la capacité de discernement, il fait le choix de ne pas se soigner. Eh bien, puis vraiment, ils sont fermés à domicile. Ils refusaient la présence de l'aide ou même du CMS qui venait l'aider à nettoyer, lui faire à manger. Ils ne voulaient rien. Puis finalement, on l'a laissé. Puis très peu de temps après, il est décédé. Mais il faut avoir cette conscience, je pense, qu'il faut laisser les personnes vivre selon leur volonté. Et puis avoir une analyse très fine de cette capacité de discernement. Et je pense aussi accepter que le regard que vont poser peut-être des voisins ou la famille sur vous qui décidez ne sera pas toujours très positif. Notamment aussi les personnes âgées, Diogène, on en a beaucoup, qui vivent dans des intérieurs qui peuvent faire frissonner en même temps. C'est des intérieurs cocons dans lesquels elles se sentent protégées, dans lesquels elles se sentent bien. Et si vous les arrachez de là pour les mettre dans un EMS très propre, où elles seront lavées tous les jours, où elles auront de la nourriture fraîche, etc., je ne suis pas sûre qu'on soit juste par rapport à leur droit de décider comment est-ce qu'elles vivent. Alors la question, c'est toujours où est la limite de ce qu'on peut accepter dans la dignité humaine ou de ce qu'on ne peut plus accepter. Et la question se pose de savoir, est-ce que c'est dangereux pour les voisins? Est-ce qu'elle empile les journaux qu'elle garde depuis 1958 sur le potager de la cuisine? Là, ça ne va pas. Alors, dans les anciens appartements, on partait des fois avec les plombs. Moi, je prenais les plombs qui permettaient d'allumer le potager en me disant, comme ça, au moins, elle ne peut pas mettre le feu. De toute façon, elle ne cuisine plus, vu ce qu'elle empile. Voilà, et en me disant, mais au moins, elle reste chez elle, là où elle se sent bien, où elle est en confiance. Mais après, vous recevez les écrits des voisins, qui vous traitent de bourreau parce que c'est pas normal de laisser quelqu'un vivre comme ça. Et c'est vrai qu'on est toujours sur une sorte de fil, de funambule où on peut tomber du mauvais côté. Et puis, voilà, encore une fois, dans la pratique de chaque personne qui travaille en justice de paix, il y a des erreurs qui sont faites et elles font partie du quotidien. Il est 19h30, c'est-à-dire que c'est l'heure de l'apéritif. À moins qu'il y ait une question qui brûle une langue. Alors, il faut vraiment, parce que vous avez mentionné que vous aviez plein de questions. Donc, si vous avez une question brûlante, on prend cette dernière question, Farida, si tu es aussi d'accord. Et puis ensuite, nous pourrons remercier nos invités. Alors, vous avez beaucoup parlé, Madame la Justice de paix, de votre expérience en tant que juge de paix, mais il y a des placements qui sont des fois décidés par un juge civil. Est-ce que le traitement du dossier d'un placement décidé par un juge civil est différent du traitement comment pourrait traiter un juge de paix? Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire. Vous parlez des placements d'enfants? Placements d'enfants en foyer, par exemple. Oui. Alors, les placements de mineurs en foyer sont toujours décidés par ce qui s'appelle l'autorité de protection de l'adulte. Et cette autorité, ça peut être soit une instance administrative dans certains cantons, soit une instance judiciaire civile dans d'autres cantons comme Fribourg, Vaud, Genève, Neuchâtel. Voilà, donc il n'y a pas d'autre juge qui peut décider de ça. C'est toujours l'autorité de protection de l'enfant, mais qui peut avoir soit la forme d'une autorité administrative, soit la forme d'une instance judiciaire civile. Ça, c'est le fédéralisme. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est toujours une autorité de protection de l'enfant. Donc on est les mêmes, on applique le même droit, mais on est dans des organisations et des procédures un peu différentes. Je vous propose de poser la question à nos invités pendant l'apéritif, puisque maintenant vous êtes conviés, et Farida l'expliquera mieux que moi, à partager un moment ensemble qui suit notre table ronde. Et puis nos invités seront présents avec nous
Donc il y aura la possibilité de poursuivre puisque nous avons maintenant déjà dépassé le temps. C'est toujours difficile d'interrompre les tables rondes qui sont souvent passionnantes. Je vous prie de m'en excuser donc. Mais là, en fait, ça c'est mon rôle peu agréable, mais que j'exerce, ma foi, comme ça, finalement, sans vergogne. Et je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce café scientifique, d'avoir posé toutes ces questions passionnantes. Je remercie beaucoup nos 4 invités, ou les 4 invités de Farida, à qui je donne le mot de la fin. Merci à toi, Niels. Tu as très élégamment su te taire ce soir et vous avez très élégamment su le faire taire. Donc je vous remercie d'avoir tous fait vivre ce dernier café de la saison. Comme a dit Niels, on peut se rejoindre tout à l'heure et poursuivre cette discussion de manière plus informelle autour d'un verre. On vous a préparé 2-3 petites choses à grignoter. Donc on va pouvoir poursuivre. Je finis jamais sans une petite plage de pub parce que finalement c'est mon job à moi de le faire. Donc 2 plages de pub. La première pour demain soir dans cette même salle à 20h, un événement qui me tient toujours très à cœur, c'est le Science Slam. Il y aura 7 doctorants de différentes universités, Fribourg, Zurich, le CERN, l'EPFZ, je crois, qui vont se rassembler sur cette scène et ils auront 10 minutes pour vous résumer de manière ludique, sympa, sexy, on dit souvent maintenant, leur travail de thèse, ce qui n'est, je vous garantis, pas une évidence. Ce sont des soirées qui sont vraiment sympas et si vous venez, et d'ailleurs si vous ne venez pas, vous pouvez suivre aussi sur les réseaux sociaux, vous pourrez voter pour votre candidate ou votre candidat préféré. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le cycle des cafés, en règle générale 10 cafés toujours accueillis par le Nouveau Monde chaque année, 1 par mois, reprendra en septembre prochain. Et quand vous en aurez marre de poser des questions techniques à nos 4 invités, si vous avez des suggestions, des idées, des envies de discuter de nouvelles thématiques pour l'année prochaine, n'hésitez pas à venir vers moi ou à m'écrire. Vous allez trouver un peu partout mon adresse email ou mon numéro de téléphone sur le site, dans les documents que vous avez sur la table. Et n'hésitez pas à me souffler des idées de discussion parce que c'est en général les vôtres qui donnent les discussions les plus passionnantes. Donc, un grand merci à vous et une bonne soirée.